nous avons été donc extrêmement doués, l'humain, on va dire, pour extraire les ressources, qu'elles soient minières ou agricoles, de notre planète, pour satisfaire nos besoins de sécurité et de bien-être. Voilà. Donc on a, c'est ce qu'on appelle l'évolution de l'homme, hein. On est allé puiser les ressources, on les a transformées, on a cultivé la surface de la Terre, etc. Et en gros, on a deux grands types de biens qui nous ont permis de vivre mieux, hein. C'est l'alimentation, on mange actuellement tous à notre faim, malheureusement pas partout sur Terre, mais en tout cas plus ou moins dans la région dans laquelle on vit. Et puis d'autres produits comme de l'énergie, des plastiques, etc., qui nous ont permis aussi de vivre différemment. Donc finalement, si vous réfléchissez au voyage, un avion, c'est de l'énergie et puis des matériaux, hein, tout simplement, qui nous ont permis des évolutions dans ce domaine-là. Voilà, donc jusque-là, tout allait bien. Donc ça, c'est vraiment le gros développement post-guerre, ce qu'on appelle les 30 glorieuses, où l'industrie s'est développée et a donné accès à tout le monde, à tous ces progrès de l'homme, à tous ces progrès de l'humanité. Donc avec une étape d'industrialisation. Voilà. Donc jusqu'à présent, on en était là. Et puis il y a une nouvelle ère qui s'est ouverte il y a une dizaine d'années, où on s'est aperçu que tout ce qu'on avait mis en place pour améliorer notre qualité de vie, en fait, au lieu de l'améliorer, ça nous la compromettait. Alors pourquoi tout simplement parce que en consommant, que ce soit des aliments, des voyages, n'importe quoi, on émettait des déchets. Et que ces déchets, on ne s'était pas du tout préoccupé de ce qu'on allait en faire. On ne s'est pas posé la question. Voilà. De toute façon, les déchets, on ne sait pas ce qu'ils devenaient, c'est pas très important, ça ne nous impactait pas. Et tout d'un coup, on s'est aperçu que ces déchets, il y en avait beaucoup, et puis qu'on était en train d'en produire des quantités monstrueuses, et que surtout, on était incapable de s'arrêter d'en produire, parce qu'on était tellement lancé à grande vitesse, comme une voiture qui fonce. Et donc, ces déchets, ce sont essentiellement du CO2, donc des émissions de gaz à effet de serre, qui s'accumulent dans notre environnement, et qui sont responsables du réchauffement climatique et de tout ce que ce réchauffement va engendrer. Et puis, l'autre grande catégorie de déchets, ce sont les particules fines. L'émission de particules fines, ce sont des particules de la taille micro-nano essentiellement, qui sont émises par exemple lorsqu'il y a combustion, hein, on produit du CO2 puis on produit des particules fines. Et c'est aussi le problème majeur du plastique, c'est-à-dire que le plastique termine en particules. Il se fragmente, il persiste et il termine en particules fines. Et donc c'est un vrai problème de pollution. Voilà. Donc le réchauffement climatique et l'accumulation de particules fines. Et actuellement, le gros défi de notre civilisation n'est plus de savoir finalement si on va manquer de pétrole ou pas, mais plutôt de savoir comment on va survivre à cette accumulation de déchets et puis comment surtout on peut éviter, préserver les générations à venir, parce que nous avons actuellement, en 2019, un mode de vie qui fait que cette accumulation de déchets compromet la qualité de vie des générations à venir. On ne s'était jamais vraiment posé la question. On pensait que le progrès, ça serait toujours bien pour les générations à venir. Et puis finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça. Parce que si on n'anticipe pas les effets négatifs, sur le long terme, on se retrouve avec des effets qui sont pires que les bénéfices. Alors le plastique, et si on reprend l'exemple du plastique, je vous mets 1958, pas parce que c'est une date approximative où le plastique tout d'un coup s'est mis à fleurir sur notre Terre. Alors ce plastique, il est issu, comme vous le savez, du pétrole. Hein. Donc je pense quand même que vous avez un background là-dessus, en tout cas des connaissances minimales. Et ce plastique, il est issu du cracking du pétrole et avec, entre autres, l'énergie. Un des principaux produits, c'est tous ces matériaux. Alors au début, ces plastiques, ils étaient utilisés pour tout un tas d'utilisations diverses et variées dans les voitures, les avions, les bâtiments, les téléphones, etc. Et puis après, ils ont envahi notre vie quotidienne, et donc c'est les emballages, les produits alimentaires, etc. Alors juste pour vous donner une idée du pas de temps, c'est important parce que après tout on pourrait se dire le pas de temps on s'en fout, ce qui est derrière, nous ce qui nous intéresse c'est aujourd'hui, puis éventuellement ce qui est devant moi durant mon laps de temps, durant ma propre vie. Hein. Donc je peux se contenter de ça.
Sauf que, ben voilà, on s'est aperçu aussi que des façons de vivre pouvaient impacter plusieurs générations après. Ça, c'est un sacré problème. On n'est pas encore vraiment prêt à l'entendre. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire un petit peu, de vous retracer ce parcours du plastique sur un temps, sur une centaine d'années, quoi, même un peu plus. Alors juste pour que vous réalisiez, c'est qu'en 1953, on avait les premiers polyéthylènes et polypropylènes qui étaient synthétisés en Allemagne, en Italie. Et que c'était tellement merveilleux qu'en 1963, ces deux chercheurs ont reçu le prix Nobel de chimie pour avoir inventé le catalyseur de polymérisation du polyéthylène. En 1977, donc c'est pas si vieux que ça, le PET entrait sur le marché, faisait son entrée, c'est-à-dire qu'il y avait des entreprises qui étaient construites. Et donc le PET, c'est les bouteilles que vous avez un petit peu partout, polyéthylène phthalate. Donc c'est vieux, mais pas non plus si vieux que ça. En fait, tout a été très vite. Et j'aurais voulu vous... je vais vous montrer un petit film qui a été tourné en 1958 par Alain Resnais, qui était un réalisateur de cinéma qui est devenu ensuite d'ailleurs extrêmement connu. Les paroles sont de Raymond Queneau, qui est un poète aussi connu. Vous avez peut-être appris ça à l'école. Et c'est un film qui avait été commandé par la société Téchiné à l'époque, qui était tellement fière de ces matériaux qu'elle a demandé à un réalisateur prometteur de réaliser un petit film. Alors, je ne vais pas vous montrer le film parce qu'il est un peu trop long, il dure 3/4 d'heure, évidemment, ça serait long. Mais je vais juste vous en montrer 3-4 minutes, hein, juste un petit extrait, et puis après, je vous invite, c'est accessible sur le web partout, donc vous pouvez le visionner par vous-même. Mais ce qui est marrant, c'est de réaliser qu'en 1953, c'est l'âge de vos grands-parents. Hein. Ce film a été réalisé lorsque vos grands-parents sont nés. Voilà, donc ça fait déjà quand même un certain temps. Alors, j'espère que le son sera OK.
Le polystyrène, vivace et turbulent, qui sera tes égrènes. Il est sain granulé sur le tamis vibrant, fourmillet, tout heureux d'un si bon collant. Donc vous avez peut-être remarqué que le film est construit à l'envers, hein, et les paroles, c'est un poète qui les a écrites, donc c'est que des rimes. Et en fait, il part du produit final pour arriver jusqu'au début. Donc tout le reste du film va vous décrire le cheminement, mais jusqu'à la matière première. Voilà, donc juste pour dire qu'à cette époque-là, 1958, c'était une matière première extraordinaire, et tous les artistes et tout le monde s'en emparait, les artistes, les industriels, et voilà, bon, donc en je ne sais plus quelle année c'était, 71 je crois, Pompidou avait fait installer à l'Élysée tout son salon en matière plastique, enfin bref, voilà, c'était la matière qui promettait. Alors il y a un secteur où l'utilisation a été très très importante et a radicalement changé l'avenir de l'humanité, c'est l'emballage alimentaire, parce que grâce à l'emballage on a pu réduire les pertes et gaspillages, on a pu conserver les aliments, on a pu les transporter, etc. Donc cet emballage a énormément contribué à la sécurité alimentaire en elle-même, c'est-à-dire à faire en sorte que la plus grande partie des hommes sur Terre puissent manger à leur faim. Ça vous paraît peut-être très loin de vos préoccupations, et pourtant ça reste quand même la préoccupation d'un nombre très très important de personnes sur Terre. Voilà, et donc du coup ces plastiques ont tout remplacé. Par exemple, avant l'arrivée des plastiques, on emballait les produits. Dans toutes les régions tropicales, on utilisait des feuilles végétales. Et ça, c'était entre autres un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour ces pays en développement. Voilà, puis après, évidemment, dans l'emballage, il y a eu tout un tas d'innovations. Alors, je ne vais peut-être pas revenir là-dessus, ou alors vous me poserez des questions, si vous avez des choses que vous souhaitez
dont vous souhaitez parler, mais disons que tout un tas d'innovations dans le domaine de l'emballage ont permis d'améliorer la qualité et la conservation et la sécurité des aliments. Donc c'est un élément très important de notre qualité de vie. Là c'est pareil, vous savez, quand on a quelque chose et qu'on n'a pas besoin d'aller le chercher, on ne se rend pas compte, c'est juste que quand on l'a plus, on se rend compte qu'il manque. Eh bien, l'emballage alimentaire, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'actuellement, vous vivez bien parce qu'il y a des emballages alimentaires. Et malheureusement, vous allez vivre très mal parce qu'il y a aussi des emballages alimentaires. Mais ça, on va revenir sur les effets un petit peu plus tard. Voilà, donc là, je vais passer là-dessus. Donc du coup, cette production de plastique est devenue très très importante. Les industriels ont pris cette production en main. Des immenses usines et des immenses fortunes ont été créées, ont été bâties sur ces polymères plastiques. C'est toute l'industrie de la plasturgie. Et la production s'est multipliée, mais à tel point que, in fine, on en est arrivé petit à petit, progressivement, à produire des plastiques ou à utiliser des plastiques parce qu'on les avait produits et parce qu'on cherchait à les utiliser, parce que c'était une industrie qui avait besoin de trouver des débouchés, etc. Mais pas forcément vraiment parce qu'on en avait, vraiment besoin. Voilà. Donc la production est devenue monstrueuse. Donc je ne vais pas, aller dans les détails des chiffres. En tout cas aujourd'hui, en 2018, nous consommons en moyenne sur Terre, et nous faisons partie des ultra privilégiés de ce monde. Comme je vous le rappelle, nous consommons en moyenne l'équivalent de notre poids corporel de plastique par an. Ça, c'est en moyenne sur Terre. Alors évidemment, il y a des pays qui n'en consomment pas, certains pays africains qui ne consomment rien. Et puis nous, on est presque au double actuellement. Et les pays industrialisés en consomment beaucoup. En fait, la consommation de plastique se corrèle linéairement au PIB d'un pays. Voilà, donc on en consomme beaucoup. Et actuellement, lorsque vous allez atteindre, ou si vous avez déjà atteint, en tout cas à 50 ans, on a consommé chacun l'équivalent de 3 tonnes de plastique, et donc on a créé 3 tonnes de plastique de déchets. Et le problème, c'est que ces 3 tonnes vont durer au moins 2 à 3 fois plus longtemps que nous. Ce qui veut dire que ce n'est pas nos petits-enfants ni nos arrière-petits-enfants, mais nos arrière-arrière-petits-enfants qui vont hériter de ces déchets plastiques. Même si certains se voient déjà une toute petite parcelle. Or, ça fait qu'une 50aine d'années qu'on a commencé à utiliser massivement des plastiques. Et puis, que vous dire d'autre aussi, donc vous, là, actuellement dans votre environnement, il y a les plastiques que vous consommez, mais il y a aussi les plastiques que vos parents ont consommés et puis que vos grands-parents ont consommés. Donc en gros, nous avons chacun sous nos pieds une quinzaine de tonnes de déchets plastiques dispersés quelque part. Alors dans la terre, un tout petit peu dans l'océan, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y en a que 3% qui se retrouvent dans les océans. Le reste c'est enfoui. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'emballage, eh bien, on se préoccupe du matériau, on se préoccupe de la ressource, mais un peu moins, mais du coup on se préoccupe surtout du déchet, puisque c'est là actuellement qu'on a le... Ah, j'avais oublié, j'ai ça, voilà. C'est là actuellement qu'on a le premier... notre plus grosse préoccupation pour la survie de notre espèce. Alors, où on en est, moi je vais vous montrer ce tout petit film-là qui est pas mal, qui fait un bon... ça m'ennuie qu'il n'y ait pas le son, mais bon, tant pis. Donc je vais essayer de repositionner mon micro, et on y va. Allez, le plastique, ce n'est plus de l'amour, c'est de l'addiction. Un chiffre. Chaque seconde dans le monde, on produit 10 tonnes de plastique. Et toutes les 2 secondes, 1 tonne finit dans les océans. Au point qu'en 2050, il pourrait y avoir plus de plastique que de poissons dans la mer. Face à ce fléau mondial, certains consommateurs déclarent la guerre au plastique. Et de plus en plus de marques s'engagent à recycler leurs emballages.
notamment la plus emblématique d'entre elles. Il faut créer une économie du recyclage. Et ça, on peut le faire. On a l'impression que vous jouez du double jeu. C'est pas un double jeu si ça ne reflète pas notre politique aujourd'hui. Derrière les belles promesses, nous avons enquêté sur les stratégies secrètes de Coca-Cola. Coca-Cola vend une boisson qu'on connaît tous, qui est marron, qui est sucré, mais Coca-Cola vend d'abord du plastique et des bouteilles en plastique. Le plastique, ça a quand même plus de gueule. Pour utiliser toujours plus de plastique l'esprit tranquille, certains industriels ont trouvé la parade. Désigner un autre responsable de la pollution. Vous, c'est vous le coupable. Donc en gros, c'est les gens qui sont irresponsables, qui sont les voleurs, c'est jamais les industriels qui fabriquent des objets. C'est ce que vous êtes en train de me dire. D'accord. Alors, On reproche aux industriels d'être responsables de la pollution. Il n'y aurait pas de problème si les gens... Cet enjeu, c'est biologique. La planète étouffe. Mais le pire, c'est le plastique que vous ne voyez pas. Celui qui nous intoxique lentement. Quand les gens voient du plastique, ils pensent que c'est juste du plastique. En réalité, c'est un cocktail de produits chimiques. on les appelle polluants organiques persistants parce que précisément, ils persistent. Ils persistent dans l'environnement, ils persistent dans les organismes vivants. Quand les mères ont des niveaux élevés dans le sang, leurs enfants peuvent naître avec un quotient intellectuel plus faible et les problèmes moteurs ou en retard de croissance. Du nord au sud, d'est en ouest, nous avons fait le tour de la planète plastique, grimpé sur des collines artificielles, trouvé des trucs bizarres dans le ventre des animaux. Nous avons aussi posé des questions à des portes. Est-ce que vous pensez pas? Et à la fin du voyage, nous nous sommes demandé combien de temps nous allions pouvoir encore tenir, comme ça. People will look at us and say, Dans le futur, les gens diront de nous, regardez ce qu'ils ont fait. Ils avaient du pétrole, they took this fire, une ressource rare. they packaged Ils ont utilisé cette ressource rare pour en faire des bouteilles jetables water. dans lesquelles ils mettaient de l'eau. They Et à la fin, ça finissait dans les océans, des décharges. Non mais quel genre de civilisation fait ça? What kind of civilization does that? Ceci n'est pas un film de science-fiction. Cette scène, Voilà. Donc c'était juste un petit aperçu des préoccupations actuelles et où nous en sommes. C'est important de faire un petit panorama. On en parle beaucoup, donc on parle beaucoup des efforts du gouvernement et puis de l'Europe aussi sur le recyclage, sur les usages uniques, etc. Alors peut-être quelques éléments de base fondamentaux qui vous permettront de mieux comprendre le débat et puis surtout de mieux y participer parce que le débat est actuellement assez confus, il faut bien l'avouer. Très peu de gens comprennent bien les tenants et les aboutissants du problème et vous ferez certainement partie des personnes le mieux placées pour apporter une vision juste de cette problématique, vous qui êtes en train de vous former sur les matériaux. Et c'est important aussi, je crois que chacun comprenne bien le rôle qu'il aura à jouer, non seulement dans la société quand il sera devenu adulte, mais aussi dans les sociétés qui vont se préparer pour les générations à venir. Et bien évidemment que vous aurez un rôle clé à jouer. Alors juste pour rappeler un petit peu les tenants et les aboutissants, donc on considère, vous savez, on parle beaucoup d'économie circulaire, et on considère que le plastique, il est linéaire. Alors, quand on a un système linéaire, on épuise les ressources, on accumule les déchets. Okay, et puis, du coup, on modifie complètement l'équilibre. Le plastique, on pourrait dire qu'il est circulaire, parce qu'il lui faut quelques centaines d'années pour se dégrader, puis il lui faut quelques millions d'années pour se régénérer. Mais c'est tellement long, en fait, ce temps de dégradation et de régénération, c'est tellement long qu'il n'est pas du tout compatible avec notre espérance de vie.
Même si on vit 100 ans, quelques millions d'années, ça représente rien, quoi. On peut pas... Donc du coup, le plastique, c'est vraiment un système linéaire. C'est-à-dire que toutes les ressources de pétrole qu'on utilise, et bien ensuite, s'épuisent, et puis les déchets, eux, s'accumulent. Okay, et sur plusieurs générations. Voilà, donc l'échelle de temps en fait de dégradation et de régénération du plastique est beaucoup trop longue, et donc il s'agit bien d'un système linéaire qui déséquilibre notre planète. Voilà, donc ça c'est une photo que j'ai prise l'année dernière sur une plage paradisiaque, mais enfin j'en ai vu plein comme ça. Hein. Là c'était au sud d'Okinawa, dans une île japonaise où on a tout un côté de l'île où on a des plastiques partout, et puis les Japonais qui savent faire à ramasser tous les jours ces plastiques qui arrivent, Chine, Taïwan, etc. Puisque ces pays, et notamment la Chine, c'est quand même là où les 40% de nos déchets plastiques ont été envoyés pendant, on se dit, au moins une vingtaine d'années. On ne le savait pas trop. Hein. Vous savez que la Chine a fermé ses frontières à nos déchets, et c'est là que tout le monde a découvert, et moi comme vous peut-être, je ne sais pas si vous y avez été attentif, mais que nos déchets plastiques, et bien contrairement à ce qu'on nous faisait croire, la grande majorité n'étaient pas traités sur notre territoire, mais étaient envoyés dans d'autres pays. Et c'est malheureusement toujours le cas. Sauf que comme c'est des déchets que ça n'intéresse personne, eh ben, ces flux de matière ne sont pas, ou sont très très mal suivis. Donc il n'y a pas vraiment de transparence là-dessus. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que tous ces déchets-là que l'on retrouve, ce sont essentiellement des emballages alimentaires, les 3 quarts. Ou alors des plastiques utilisés pour la pêche, l'agriculture, etc. Parce que ce sont des plastiques qu'on appelle à courte durée de vie, c'est-à-dire qui se retrouvent très très vite sur le marché du déchet. Lorsque vous utilisez une barquette pour aller acheter votre riz cantonné tout près, cette barquette, elle va servir quelques heures. Et elle va persister quelques centaines d'années. Donc c'est ce qu'on appelle ces single use, c'est vraiment En fait, single use, c'est usage unique, ça ne veut rien dire, on va dire plutôt sur des durées d'utilisation très très courtes. Mais, donc ça représente à peu près 40% du plastique qui est utilisé. 40% du plastique fabriqué part pour l'emballage. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut oublier le reste, hein. C'est-à-dire que tout le reste part pour des usages qui vont durer longtemps. Par exemple, actuellement, les bâtiments qui sont construits, et plus ils sont écologiques et plus ils ont du plastique, parce qu'on cherche à les isoler, eh bien, que ce soit les murs, le plafond, le sol, enfin tout, c'est à 90% du plastique. Hein. Alors, c'est juste du plastique qui va être immobilisé pendant 20 ans, mais il finira lui aussi en déchets, forcément. Et les avions, c'est pareil, les voitures, c'est pareil. Les avions, les plus gros porteurs, évidemment, maintenant, ils sont à 75% en plastique ou en composite. Parce que c'est beaucoup plus léger, c'est normal. On économise aussi en énergie. Bon, alors, Enso Watt, ça veut dire quoi le plastique, économie linéaire? Eh bien, le résultat, c'est que ces plastiques s'accumulent dans notre environnement. Hein. Et donc, du coup, on en retrouve beaucoup dans les sols, partout. 90% finissent dans notre environnement, 3% seulement dans les océans et le reste dans les sols. Voilà, parce qu'on parle beaucoup des océans, ce qui est très bien. Super. Mais il ne faudrait pas penser que tout finit dans les océans et que ce qu'on voit dans les océans, c'est la majorité du plastique, loin de là. C'est peut-être le plus spectaculaire parce qu'on le voit, parce qu'on voit des espèces qui meurent, on voit, etc. Mais le gros, il est ailleurs. Et puis, alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a même des publications scientifiques de haut niveau de géologues qui utilisent le plastique comme marqueur de l'anthropocène, vous savez, cette ère où l'homme a une influence prédominante sur son environnement. Et bien, on utilise le plastique comme indicateur stratigraphique, c'est-à-dire qu'en fonction du type de plastique qu'on peut trouver, on peut dire à quelle couche appartient, à quelle année, on peut dater précisément et facilement. Voilà. Bon, jusque-là, on s'en fout un peu, c'est de l'esthétique finalement. On pourrait bien avoir un sol truffé de plastique. Le plus difficile, ça serait de s'y habituer. D'ailleurs, c'est rigolo, j'aurais dû vous mettre une photo là. Quand j'étais là, exactement sur cette plage, un peu plus loin, j'ai eu une vision assez hallucinante d'un jeune japonais qui s'était installé là au milieu des déchets plastiques et qui avait repoussé un peu les déchets plastiques, il avait mis sa serviette au soleil et il lisait en se faisant bronzer, comme quoi on s'habitue à tout et on s'adapte à tout. Donc jusque-là, rien de très agréable d'avoir des déchets comme ça plastiques. Mais bon, c'est pas non plus, c'est pas ce qui va nous en faire mourir. Voilà. Par contre, le plastique, il a un gros défaut, c'est qu'il se fragmente.
Il se fragmente et il se fragmente très lentement. Il faut 100 à 200 ans pour qu'un plastique soit dégradé en micro et nanoparticules. Voilà, c'est très lent. Alors, pourquoi on dit 100 à 200 ans? Vous allez me dire, mais attendez, c'est très très large comme fourchette. Oui, parce que ça dépend du matériau, ça dépend de sa forme, ça dépend de son environnement, ça dépend de son histoire, ça dépend de ce à quoi il est exposé, s'il est exposé à la lumière, à des frottements, par exemple avec les vagues, à une acidité ou pas, etc. etc. Donc ça peut être... voilà. Et puis il y a des plastiques qui sont beaucoup plus résistants que d'autres, qui vont mettre beaucoup plus longtemps. Voilà, et puis, and so what, finalement, il se fragmente. Bon, on s'en fout qu'il se fragmente, c'est pas non plus la fin du monde. Sauf qu'en se fragmentant, le plastique acquiert la capacité, l'aptitude à diffuser. C'est-à-dire qu'il va partir dans tous les compartiments, que ce soit de l'eau, de la terre, etc. Donc, on en retrouve partout. C'est comme ça qu'on retrouve des microplastiques partout, dans les eaux, mais aussi dans les glaciers de l'Arctique, etc. Et en fait, on s'est aperçu que ces plastiques migraient, ils étaient tellement petits qu'ils arrivaient à passer par les airs. Et donc, une grosse majorité des plastiques qui ont été retrouvés au pôle, de ces microplastiques, provenaient d'une migration par les airs. Donc, ils étaient entraînés par le vent, et ensuite, hop, quand il pleuvait, clac, ça revenait. Donc ça, c'est pas très vieux, ça date du début de l'année. La recherche avance à une vitesse grand V, les connaissances avancent. Progresse, et en début d'année, donc il y a eu plusieurs publications qui ont confirmé que les plastiques voyageaient par les airs, beaucoup, et pas seulement via l'eau. Voilà, donc le problème c'est que quand ils sont petits, ils peuvent diffuser partout. Ah oui. Par contre, il faut être très fort. Vous vous demandez pourquoi on trouve autant de déchets plastiques dans la nature quand il y a un problème de stockage? Parce qu'on ne sait pas se débarrasser du plastique. Parce que le plastique, vous pouvez le jeter dans la nature, mais si vous ne le jetez pas, qu'est-ce qu'il devient? On va y revenir après. Eh bien, il va partir dans des décharges ou dans des stations d'enfouissement. Et là, c'est pareil, il finit par se dégrader, donc il finit par diffuser dans l'environnement. Alors, il y a un système, les stations d'enfouissement, en effet, sont isolées. Et en fait, ce sont des bâches géotextiles qui sont en... Donc, quand les plastiques se seront dégradés, la bâche qui les contient sera elle-même dégradée. Et c'est déjà le cas, il y en a déjà. Et en plus, les premières décharges, on n'avait pas de bâche, on ne se préoccupait pas de les maintenir. Donc, il va falloir se poser la question de ces décharges et de ces stations d'enfouissement. Donc, on en a partout parce que ça diffuse partout. Alors, on préfère penser que c'est parce qu'on les jette. C'est un petit peu ce qui était dénoncé dans le reportage de Cache Investigation en disant mais c'est vous le fautif, et à partir du moment où on ne le jette pas, il n'y a pas de plastique dans l'environnement. Eh bien c'est là où il vous faut avoir un esprit critique et dire ok, à partir du moment où on ne le jette pas, il n'y a pas de plastique dans l'environnement, mais alors il va où ce plastique et qu'est-ce qu'il devient dans les centaines d'années qui arrivent? Donc du coup, on s'aperçoit que ces plastiques, on ne sait pas bien d'où ils viennent. Au début on disait qu'ils étaient jetés dans la mer. Les dernières expéditions, la plus grande de Tara, la dernière, elle a montré que pas du tout, ce sont des plastiques qui viennent de la Terre. Et bien évidemment qu'on en enfouit des quantités monstrueuses partout. Donc on peut faire semblant de ne pas les voir, on empêche qu'elles y sont et on continue de les alimenter parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Alors on va en parler. Donc du coup, des microplastiques partout ont été détectés, notamment dans les eaux, dans le miel, dans les aliments, enfin bref, etc. On consomme actuellement l'équivalent d'une carte de crédit en plastique par semaine chacun. Et jusque-là, encore, ça va. Enfin, ça va, non, ça va pas bien, là, déjà. On commence à se sentir un peu envahi, quand même. Mais après, lorsqu'on continue, le plastique, il se fragmente jusqu'à l'échelle micrométrique, mais il n'y a aucune raison pour qu'il s'arrête là. Pourquoi il s'arrêterait là? Et donc, il va aller vers l'échelle nanoscopique, c'est-à-dire qu'il va continuer à se dégrader, à être de plus en plus petit, à pouvoir diffuser de plus en plus. Et surtout, à pouvoir aussi interagir avec son milieu. Et c'est là où vous l'avez vu aussi dans Cache Investigation, quand elle montre des petits poissons, en disant que le plastique, c'est pas que du plastique en fait, c'est un cocktail de produits chimiques. Parce que les petites particules de plastique, dans leur voyage dans l'environnement, se chargent de tous les produits persistants, les pesticides, etc. Donc en plus, ces petites particules de plastique jouent le rôle de mule de certains polluants. Mais surtout, dès qu'on atteint l'échelle nanométrique, eh bien, je termine juste mon explication sur l'échelle nanométrique. Et bien là, ces particules, elles ont la possibilité de traverser
les membranes de nos organes qui nous protègent. Ouais, vas-y. C'est-à-dire que les polymères redeviennent des monomères. Alors ça c'est complètement prouvé. Il faut plusieurs centaines d'années pour retrouver l'étape monomère. C'est bien ça le problème, c'est qu'en fait on y arrive peut-être, mais en même temps infiniment long, et pendant ce laps de temps, le plastique persiste sous forme de petites particules. Parce qu'on ne sait pas le faire de façon propre, parce qu'on en a déjà dispersé beaucoup partout, parce qu'on ne sait pas le dégrader. Alors il y a deux, peut-être que je reviendrai après, mais il y a deux sortes de recyclage, le monomère, le chimique et l'enzymatique. Mais l'enzymatique, il est très difficile parce que chaque enzyme ne fonctionne que sur un type de polymère, ça veut dire qu'il faut tout les séparer. Or, quand on parle du plastique, c'est 10 000 plastiques différents. Et le chimique, ce sont des quantités de produits chimiques monstrueuses pour arriver à dégrader ce plastique. C'est-à-dire que l'effet du procédé lui-même serait pire que le bénéfice qu'on cherche à en obtenir. Donc actuellement, on ne sait pas encore le faire. Évidemment qu'on cherche à le faire, de toute façon, il faudra bien qu'on trouve un moyen, mais on ne sait pas le faire. Alors peut-être juste pour finir sur cette échelle nano, là, votre corps sait se débarrasser des polluants. Hein. Votre corps est équipé pour prendre par la main chimiquement les molécules et puis les accompagner vers l'extérieur via votre sueur, vos urines, etc. Mais lorsque ce polluant se présente sous la forme de particules, il ne sait pas le faire. Donc ce qui se passe, c'est que ces particules s'accumulent quelque part, là où elles peuvent, dans votre corps, et en s'accumulant, le plastique en lui-même, il n'est pas hyper toxique, mais en s'accumulant dans le corps, il provoque des inflammations chroniques et qui sont à l'origine de cancer. Alors, on l'a appris de façon extrêmement douloureuse avec l'amiante, donc vous êtes jeune, mais vous en avez peut-être entendu parler, hein, il y a eu des dizaines de milliers de morts. En fait, l'amiante en elle-même ne présente aucune toxicité, mais les fibres d'amiante utilisées pour isoler les bâtiments, etc., leur forme et leur taille étaient nanoscopiques et leur permettaient de pénétrer dans les poumons pour ensuite aller se loger dans la plèvre, etc. Et sur le long terme, au bout de quelques dizaines d'années, de provoquer des cancers. Donc on se méfie extrêmement de l'échelle nano, ce qui ne veut pas dire que tous les nanoparticules sont toxiques, hein, loin de là, parce qu'il y en a que notre corps digère très bien. Mais disons que voilà, c'est une échelle qui inquiète et on sait que le plastique n'a aucune raison pour qu'il n'y arrive pas. Alors, pourquoi on ne recycle pas? Vous avez entendu parler du recyclage, hein, c'est bien de recycler. Voilà. Donc, moi j'ai travaillé pendant 15 ans à l'EFSA, qui est l'Agence européenne de sécurité des aliments, pour promouvoir le recyclage, et notamment le recyclage de ces bouteilles en PET, où on retransforme des bouteilles en PET en bouteilles en PET. Voilà. Sauf que ce recyclage, en fait, c'est ce qu'on appelle le recyclage mécanique. Il consiste à décontaminer le plastique. Alors, lorsqu'on utilise, vous en avez aussi entendu parler, lorsqu'on utilise un matériau au contact de l'aliment, le problème, c'est que les petites substances qu'il y a à l'intérieur peuvent migrer vers l'aliment. Et donc, on est très très vigilant sur ce qui est contenu dans le plastique d'emballage. Vous avez entendu parler de cette migration de BPA, de perturbateurs endocriniens, etc. Bon, ben voilà, c'est exactement la même chose. Donc on ne peut pas utiliser un plastique usagé, puis après le remettre en circulation, le refondre, et puis on va refaire un emballage et roule ma poubelle. C'est pas comme ça que ça marche, parce que sinon vous intoxiqueriez une grosse partie de la population. Donc on est obligé de décontaminer. Et on décontamine, c'est assez simple, c'est une décontamination thermique sous un flux de... Je crois que je vous ai mis un petit schéma, sous un flux de gaz à haute température, etc. Donc on collecte les bouteilles, on les trie, on les broie, on les lave, on sépare les bouchons, les étiquettes, la colle, etc. Et puis ensuite, donc, on les fait passer dans ces gros réacteurs de décontamination. C'est ce qu'on appelle le recyclage mécanique. Sauf qu'au cours de ce procédé, la matière plastique s'abîme, hein, et qu'on ne sait le recycler qu'une seule fois. Donc on en parle beaucoup, mais in fine, ça ne peut pas être une solution parce qu'on refait faire une boucle, mais si on voulait réduire ce problème de déchets, il faudrait pouvoir refaire infiniment cette boucle. Or, quand on nous parle de recyclage, ce n'est pas un vrai recyclage. C'est-à-dire que le matériau n'est pas régénéré à l'identique, il est abîmé. Donc c'est ce qu'on appelle du décyclage. Donc tout ce qu'on appelle recyclage, c'est jamais du recyclage en fait, on ne sait pas le faire. Peut-être qu'un jour on saura le faire, j'espère, mais pour l'instant on ne sait pas le faire, le vrai recyclage.
Le seul vrai recyclage qu'on sait faire, c'est en repassant par le monomère, recyclage chimique ou enzymatique. Et on sait qu'actuellement, ça coûte bien plus cher à l'environnement et à l'économie que le bénéfice qu'on cherche en tir. Et puis on n'est pas encore au point, c'est très lent, etc., etc. Voilà, donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas un vrai recyclage, c'est un recyclage en boucle ouverte, donc la bouteille, elle va devenir une bouteille, et puis, hop. Alors, tout ce qu'on sait recycler, à peu près correctement, c'est le PET, les bouteilles en PET. Les bouteilles en PET, alors, qui ne représentent que quelques pourcents de notre consommation de plastique, il faut aussi en être conscient. Et in fine, quand on regarde l'ensemble, on ne recycle que 2% des plastiques qu'on consomme avec ce recyclage mécanique, c'est-à-dire avec un cycle. Voilà, 2%, c'est pas grand-chose. Après, il doit y avoir, je dirais, 8 à 9% qui sont recyclés en boucle ouverte, c'est-à-dire qu'on va transformer par exemple une bouteille ou une barquette en pull. Donc vous allez mettre vos chaussures, vous allez mettre votre pull, vos chaussures pendant quelques mois, puis après ça va partir à la poubelle et donc ça finira forcément en déchets et donc en particules, etc. Et puis tout le reste, eh ben, c'est de l'incinération avec libération de CO2, de particules fines, ou bien de la mise en décharge. Donc il faut quand même être très très honnête là-dessus. Si on fait le bilan, on en est là, et on n'est pas bon, quoi. On n'est pas bon du tout. Voilà. Donc en gros, il y a plus de 72% des plastiques qu'on utilise et qui s'accumulent dans notre environnement d'une façon ou d'une autre. Donc soit parce qu'on les a perdus, parce que les déchets on s'en fout, donc c'est assez bizarre, on en perd. Et on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Et même quand il y en a 40% qui partent en Chine, on ne sait pas. On le découvre un jour comme ça. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment un système de traçabilité pour les déchets, en tout cas pour ceux-là, qui a été mis en place. Et donc on se rend compte qu'on perd ces déchets, qui disparaissent. Ok, donc là, ça c'est ce que le gouvernement essaie de mettre en place, c'est-à-dire d'augmenter le recyclage. Bon, moi je ne suis pas toujours en phase avec cette action-là parce que nos technologies ne suivent pas. On ne sait pas recycler. C'est pas la peine d'imaginer recycler ne serait-ce que 20% des plastiques parce qu'on ne sait pas le faire. Donc du coup, c'est vrai que c'est une communication du gouvernement et de l'Europe, et je ne suis pas vraiment d'accord parce que ça nous endort un petit peu, en tout cas ça endort le consommateur, où on lui fait croire qu'il y a une solution. C'est-à-dire qu'on va mettre sa bouteille en mettant sa bouteille dans la bonne poubelle, il n'y aura pas de déchets. Il y aura quand même un déchet, il faut que vous le sachiez. Donc c'est mieux de recycler une fois, mais ça ne résout pas le problème. Donc le mieux c'est quand même de consommer moins. Et ça, on n'en parle pas encore, c'est tabou. Ça viendra certainement, mais on n'en parle pas encore. Voilà, et puis après, nous, quand on travaille au niveau de la recherche, en tout cas au niveau de mon laboratoire, on travaille sur le développement de matériaux naturellement biodégradables. Bon, je sais pas si je vous en parle ou pas, ouais, un petit peu. Alors, des matériaux naturellement biodégradables, on va se mettre là. Voilà. Alors, lorsque vous entendrez parler des bioplastiques, en gros, vous avez, on appelle par bio ceux qui sont essentiellement, je simplifie l'histoire, parce qu'elle est même plus compliquée que ça, il y a les biosourcés. Alors, les biosourcés, ce sont les plastiques, pour moi, je vais être très dur, mais ça fait rien, tant pis. Alors, pour moi, c'est des plastiques ringards qui servent à rien. Parce que ces biosourcés, on les a mis... Ouais, je suis désolée. Non, mais comme ça, moi, je sais que vous vous en rappellerez. C'est un concept. Mais attendez, je vous explique pourquoi. C'est peut-être que je suis en train de dire une connerie, je sais pas. C'est un concept qu'on a développé dans les années 80 suite au premier choc pétrolier où on s'est dit on va manquer de pétrole, plus d'énergie, plus de plastique, ça va être dramatique. Et donc on s'est dit on va piocher dans les ressources biologiques qui sont renouvelables infiniment grâce au miracle de la nature. Et on va développer des matériaux biosourcés, de l'énergie biosourcée, etc. Voilà. Sauf que, actuellement on sait qu'on ne manquera pas de pétrole, en tout cas pas. On risque de mourir étouffé sous les déchets avant même de ressentir le manque de pétrole, puisqu'on retrouve chaque fois, on redécouvre des nappes un peu partout. Il y a 30 ans, on nous disait on a 50 ans de pétrole devant nous. Là, on a toujours 50 ans de pétrole devant nous, et encore on a bien plus que ça en réalité. Voilà, je vous le dis. Ça a été développé, donc du coup, la raison, elle est tombée, elle est un peu en désuétude.
Et puis elle est tombée encore plus en désuétude avec le fait qu'on utilisait des ressources, la plupart du temps alimentaires, Donc on utilise du sucre de canne, on utilise de l'amidon de maïs, etc. Certes produit au Brésil ou en Chine, mais parce que la main-d'œuvre est moins chère et parce que ce sont des matières premières qui ne coûtent rien. Mais n'empêche que la communauté internationale se préoccupe depuis longtemps de savoir comment on va nourrir la planète en 2050. On se dit qu'on n'aura jamais assez de ressources agricoles. Alors comment peut-on envisager d'en utiliser une grosse partie pour produire des plastiques, par exemple? Ça n'a pas de sens. Donc pareil, alors, par exemple, si on voulait nourrir l'Europe uniquement avec des plastiques biosourcés, eh bien il faudrait utiliser toutes les surfaces cultivables d'Italie. Et encore, ça ne suffirait pas. Okay. Ça, c'est que pour les plastiques. Après, quand on parle d'énergie, voilà. Donc, du coup, nous, c'est biosourcé. On a dit non, on ne travaille pas là-dessus. Depuis le début, là, ça fait très longtemps. On n'entre pas. Mais par contre, on a travaillé sur des biosourcés qui étaient issus de matières premières qui n'entraient pas en compétition avec l'usage alimentaire, ni avec la production alimentaire. Ça veut dire pas de culture dédiée, etc. Ça veut dire essentiellement des résidus et des déchets qui ne sont pas valorisés par ailleurs, ni pour l'alimentation humaine, ni pour l'alimentation animale. Okay. Voilà, donc ça a été une de nos, de nos premières orientations il y a une vingtaine d'années. Après, il peut être bio parce qu'on va parler de... Alors souvent, la plupart sont biosourcés. Quand on vous dit par exemple la bouteille vegan de Coca-Cola ou la VG Bottle, c'est du polyéthylène ou du polyéthylène terephthalate qui est fait d'amidon de maïs ou de sucre de canne et qui n'est pas du tout... et qui posera les mêmes problèmes environnementaux. Elle ne résout rien. C'est que de la com et que de la publicité. On veut le savoir. Et après, il y a tout un tas d'autres options de fin de vie. Donc on peut miser sur le recyclage, on peut miser sur le compostable. Alors le compostable, c'est quand on s'adresse à une matière organique qui va être dégradée en milieu anaérobie, en présence de bactéries, et qui va fabriquer de la bioénergie, et notamment du biogaz. Okay. Donc ça, c'est toutes les matières organiques, et ça permet de tirer parti de tous ces déchets, et de pouvoir en tirer encore de l'énergie, etc. Donc il y a comme ça des exploitations agricoles qui ne consomment pas d'énergie et qui fonctionnent entièrement sur leur méthaniseur. Oui. Pour moi, non. Ok. Ça pollue autant. Oui. C'est le même plastique, c'est le même, exactement le même. C'est juste que la matière première n'est pas la même. Et ça, c'est dur à comprendre. Donc il y a aussi, ils surfent quand même beaucoup sur les aspects marketing. Oui, c'est la même. C'est exactement la même. Qui pose les mêmes problèmes. Alors après, il y a d'autres options, donc compostable ou biodégradable. Donc biodégradable, c'est quand vous allez le libérer dans la nature et il va être consommé par les micro-organismes. C'est par exemple le cas du papier, etc. Il y a tout un tas de matériaux biodégradables. Voilà. Donc nous, on travaille sur le biodégradable uniquement, issu de ressources non alimentaires, c'est-à-dire des résidus. C'est ce qu'on appelle la troisième génération de bioressources. Et on ne travaille pas non plus sur le compostable, c'est-à-dire que uniquement, en tout cas. Le PLA, par exemple, l'acide polylactique, est un matériau qui est uniquement compostable, qui ne se biodégrade pas en conditions naturelles. Donc du coup, on a retrouvé du PLA dans l'Arctique, dans tous les glaciers, etc., parce que c'est un matériau qui persiste autant que les autres matériaux s'il n'est pas collecté. Voilà, donc ces travaux sont développés dans le cadre de projets. Donc là, c'est un exemple, je vous avais amené quelques exemples de produits qu'on développe, voilà, pour vous dire quand même que la recherche... Tiens, ouais, je vais faire passer, voilà. Donc ça, c'est des polyhydroxyalcanoates qui sont produits à partir de résidus agricoles, qui sont... par contre, je les récupère à la fin, hein. D'ailleurs, ces
ces petits récipients ont été fabriqués par une industrie qui est juste à côté, First-Plast, je sais pas, vous connaissez peut-être, qui nous fabrique depuis longtemps nos petits pilotes d'équipement. Hein. First-Plast, ça vous dit rien? C'est eux qui fabriquent toutes les barquettes pour Haribo. Et ils sont à Nîmes, là. Voilà, donc là, c'est fabriqué à partir de résidus agricoles, c'est du polyhydroxyalcanoate. C'est dégradable en conditions naturelles et c'est recyclable. C'est-à-dire qu'on peut le décontaminer pour le réutiliser. Alors pas 50 fois, hein. On peut le faire une fois, peut-être deux, mais pas plus. Ce qu'on nous prédit, alors ça c'est juste sur les macroplastiques, hein. C'est vrai qu'il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. Alors vous imaginez ce que ça va être dans les sols, on n'en parle pas, mais c'est déjà monstrueux d'ailleurs. Mais là encore, on parle que des macroplastiques, hein. On n'a pas encore osé vraiment faire des prédictions sur le devenir de tous ces plastiques lorsqu'ils se dégraderont. Voilà, donc nous on travaille là-dessus, c'est-à-dire qu'on utilise des résidus de la production agricole non utilisés pour l'alimentaire et afin de fabriquer ce PHA qui est biosourcé, bioproduit, biodégradable et donc qui peut rentrer dans un cycle de reformation. Alors, ces productions sont couplées à d'autres, on ne peut pas travailler tout seul dans son coin. Hein. Et la production de bioplastique, elle va rentrer dans un cadre plus général de valorisation de toutes nos ressources agricoles. Et donc c'est pour ça que les projets qu'on monte sont toujours développés en collaboration étroite avec le domaine de la bioénergie, hein, puisque on essaie d'optimiser l'utilisation de nos ressources pour fabriquer non seulement des bioplastiques, mais aussi du biogaz. Donc c'est pour ça que ce sont toujours des projets assez gros et que l'on développe à l'international. Parce que vous savez que les déchets ne s'arrêtent pas aux frontières, hein, contrairement à ce que certains peuvent penser, et que travailler tout seul dans son coin sur le sujet, ça n'a pas de sens. Donc nous travaillons entre autres beaucoup actuellement avec la Chine. Alors résidus urbains, résidus agricoles, mais aussi résidus urbains, avec quand même un gros problème, ouais, je vais vous donner la parole, un gros problème sur les résidus urbains qui est lié au problème de contamination et aux contaminants qui peuvent rester en boucle et qui sont difficiles à éliminer. Donc c'est un peu plus délicat à manipuler. Alors, actuellement, ils sont commercialisés le plus gros producteur est un producteur chinois, la compagnie Tian'an, qui commercialise ses produits à peu près au prix du double d'un matériau équivalent. Elle les produit à partir d'amidon de maïs. Hein. Et nous, en tant que chercheurs, nous essayons non seulement de réduire les coûts, bien entendu, mais pas que les coûts économiques, les coûts environnementaux aussi. Parce qu'il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Le problème, c'est que le plastique n'est pas cher parce qu'on ne lui fait pas payer son impact environnemental. Hein. Si on le lui faisait payer, l'impact environnemental sur le long terme, je peux vous dire qu'on pourrait multiplier par 100 son prix. Hein. Donc voilà, nous on essaie de réduire les coûts environnementaux et économiques, bien entendu. Et tout ça, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. La recherche, entre le moment où on a une idée, le moment où on la retrouve sur le marché, il faut compter une trentaine d'années, c'est monstrueux, quoi. Donc ça veut dire que la recherche, elle est là pour anticiper. Et que sur certains sujets, on sait la recherche n'est pas bonne pour anticiper. Elle n'investit pas assez, elle investit sur des sujets à la mode, mais pas forcément sur des sujets qui porteront sur le long terme. Et on se retrouve toujours avec ce problème du long terme, c'est-à-dire de l'effet très loin. L'effet très loin, on n'a pas envie de s'y intéresser parce que c'est après notre propre mort, parce qu'on s'en fout, quoi. Tu vois ?
Donc du coup, on ne s'y intéresse pas, personne ne s'y intéresse, sauf qu'après quand c'est votre tour, et nous actuellement c'est notre tour, c'est-à-dire de se préoccuper de ce que nos parents et nos grands-parents ont inventé, et bien là évidemment la recherche n'a pas anticipé parce qu'elle n'anticipe pas sur le long terme et que nous-mêmes nous n'anticipons pas sur le long terme. On a un vrai problème avec ça dans notre société. Hein. On est toujours focalisé sur aujourd'hui, là, ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, etc. Sauf que des fois, il nous faudrait un peu relever la tête pour regarder un peu plus loin, pour voir si on ne va pas dans le mur, parce qu'on s'aperçoit que des fois, on y va. Voilà. Donc, il n'y a pas de solution miracle pour ces plastiques, et même celle que je développe, elle n'est pas miracle, elle pourra remplacer certains plastiques, mais pas d'autres. Toutes les solutions sont bienvenues, y compris celle d'apprendre à s'en passer, et vous, en tant que consommateur, vous êtes en toute première ligne, hein, vous avez une carte bancaire, une carte d'électeur, c'est aussi à vous de vous en servir pour ça. Et puis des habitudes au jour le jour, donc peut-être essayer de vous en passer, ça peut passer par des petits questionnements quotidiens. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc-là? Est-ce que je ne peux pas trouver l'équivalent en plastique? Est-ce que je suis obligée d'acheter un peigne en plastique? Est-ce que je ne peux pas acheter un peigne en bois ou en autre chose? Est-ce que je suis obligée d'acheter un pull en polyester ou en polyamide ou en polaire, alors que c'est que du synthétique et que ça pollue terriblement? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas que je m'achète un pull en laine, et ainsi de suite, quoi. Donc ça, c'est vraiment des actions de tous les jours. Et puis après, il y a des plastiques qui sont difficiles à remplacer. Par exemple, dans l'aéronautique, comment on va faire? Donc dans l'aéronautique, il y a aussi des recherches qui sont faites pour trouver des matériaux équivalents, mais qui ne posent pas les mêmes problèmes vis-à-vis de l'environnement. Il y a aussi des recherches sur le recyclage, etc. Mais il faut quand même être bien conscient que notre société n'a pas suffisamment anticipé et qu'elle n'est pas prête actuellement. Et que le résultat, c'est que la seule façon de contribuer à commencer à résoudre ce problème, c'est de consommer moins. Vraiment. Voilà. En tout cas, tous les plastiques qui ne nous sont pas indispensables. Et ça, je regrette qu'il n'y ait pas plus de communication sur ce sujet-là un petit peu partout. Voilà. Ben voilà, je crois que je m'arrête là. C'est suffisant. En tout cas, merci pour avoir posé des questions tout au long de ma présentation. J'aime beaucoup, en fait, pour tout ça. Et bien entendu, c'est important. Oui, alors, en fait, quand je parle de recyclage enzymatique, c'est ça, hein, on cherche des micro-organismes qui sécrètent des enzymes qui sont capables de dégrader. Donc on en a trouvé des micro-organismes qui sont capables de s'attaquer au plastique. Alors, oui, on y travaille. Alors après, évidemment, on ne va pas contaminer toute la planète avec des micro-organismes qui mangent les plastiques, parce que ça serait dramatique. Mais par contre, on essaie de leur extirper leurs enzymes pour mettre en place un système de destruction ou de recyclage. Mais c'est très lent en fait, c'est des processus. En fait, la matière vivante, voilà, comment dire, ces polymères ont été synthétisés par voie chimique. Ils ont été conçus pour résister, mais pas pour intégrer un grand cycle naturel. Et du coup, tous les organismes ont du mal. Donc, même le recyclage enzymatique actuel, ce sont des GMO, parce que les organismes normaux, c'est pas possible, c'est beaucoup trop lent. Alors, pour les polyesters, c'est lent mais possible. Pour les polyoléfines, c'est quasiment pas possible. C'est super lent. Donc, on modifie génétiquement, mais ça veut dire que ça coûte cher, ça veut dire qu'il y a de la mise au point, ça veut dire qu'on ne peut pas les utiliser n'importe où, etc. Donc, oui, il y a des micro-organismes qui sont capables de s'attaquer au plastique, mais on ne sait pas les faire travailler suffisamment vite pour que ça ait un sens vis-à-vis de la pollution qu'on est en train de générer actuellement. Donc il y a des efforts, il y a des travaux, mais en tout cas, il ne faut pas compter là-dessus pour absorber tout ce qu'on est en train de rejeter comme déchets actuellement. Oui. Oui, parce qu'en fait, c'est la société, je vous disais tout à l'heure, c'est la société First Plast qui nous les produit. Et on utilise ces lignes de fabrication industrielle, on ne fabrique pas des moules et des machines exprès. Donc du coup, ça, c'est un équipement industriel qui est utilisé pour fabriquer des barquettes en PP, qui sont utilisées notamment pour emballer les bonbons Haribo. Voilà, bon, nous, c'est juste qu'on squatte leurs machines pour tester nos produits, parce qu'on les fabrique au labo, puis après, il faut monter en échelle, et puis après, il faut les fabriquer. On fabrique
On met en place des fabrications pilotes pour pouvoir les tester en grande distribution. On est uniquement là, quoi. C'est long, ça prend du temps. Donc du coup, évidemment, il n'y a pas d'équipement spécifique, c'est clair. Et puis de toute façon, on n'en cherche pas, on s'en fout, hein, c'est pas... Alors, non, pas cela. Non. La version issue de produits alimentaires de type amidon, sucre de canne, oui. On en trouve sur le marché. Nous, ceux-là, ce sont des résidus agricoles. Donc non, pas pour l'instant, pas encore. Oh, oui. Alors, tu me demandes, je ne sais pas si on a bien entendu, si les propriétés des plastiques qu'on développe sont équivalentes à celles des plastiques qu'on trouve, c'est ça? Oui? Ouais. Alors, tu me parles de ces matériaux-là, hein? Ok. En termes de propriétés barrières, oui, c'est tout à fait compétitif. En termes de propriétés mécaniques, c'est... Oui et non, en même temps, nous on sait faire que des matériaux rigides pour l'instant. On ne sait pas faire des trucs souples avec. Après, il y en a d'autres qui font des films souples avec d'autres matériaux. Hein. Et en tout cas, avec ce PHA, on ne sait pas encore, on y travaille. Là, on a lancé des trucs pour modifier les organismes aussi qui fabriquent ça, pour pouvoir avoir une teneur en valérate plus élevée et pour pouvoir ensuite avoir des matériaux beaucoup plus souples. Mais non, pour l'instant, on ne sait pas faire. Après, je crois qu'il ne faut pas... On a l'esprit plastifié. On a l'esprit complètement plastifié. Parce que moi, je me suis retrouvée, par exemple, au début, quand on a travaillé là-dessus, on essayait de faire des films. Et c'était avant que les sacs plastiques soient interdits dans les supermarchés, etc. Et donc, moi, je coordonne des gros projets où il y a des technologues, des gens du marketing, du business, etc. Et puis, ils ont fait une enquête consommateur, on travaille avec 60 millions de consommateurs, ils m'ont dit non mais ça va pas du tout, vos matériaux sont opaques. Et dans les supermarchés, les gens veulent des emballages transparents pour voir le produit. Et bien, figurez-vous qu'on aurait tout laissé tomber, si tout d'un coup j'avais pas... Il y a quelque truc qui m'a pété, ça m'a vraiment mis en colère, j'ai plastifié dans la tête, quoi, c'est pas possible. On a des emballages transparents parce qu'on nous les donne, on nous les propose, comme ça ne veut pas dire qu'on en a besoin. Et en effet, 2 ans plus tard, on avait tous ces sacs plastiques des supermarchés qui étaient remplacés par des sacs papier, qui sont super transparents quand même. Et ça nous a pas gênés. Mais on cherchait tellement à singer, à mimer le plastique, qu'on en devenait lobotomisé, quoi. C'est quand même impressionnant. Donc là, c'est pareil, gardez votre sens critique. Revenez toujours à la fonction du matériau. Hein. Pourquoi vous en avez besoin? Qu'est-ce que vous recherchez dans ce matériau? N'essayez pas forcément de continuer, parce que si on continue à vouloir utiliser toujours les mêmes plastiques avec les mêmes utilisations, etc., on ne va pas avancer. On n'en avancera pas, alors qu'en fait on est bien plus simple que ça, les 3/4 des plastiques. Pourquoi est-ce que moi j'ai trimballé pendant des dizaines d'années des packs entiers de bouteilles d'eau super lourdes chez moi là, parce que la publicité me disait que l'eau en bouteille était meilleure que l'eau du robinet. Et puis j'avais des gamins, je me disais c'est quand même mieux de boire de l'eau en bouteille. Sauf que maintenant on sait que c'est pas vrai, c'est l'inverse. Pourquoi est-ce que j'achète une baguette sous plastique? Parce qu'on me la présente comme ça au supermarché, je n'avais pas forcément besoin. Et ainsi de suite, quoi. C'est-à-dire qu'on est quand même vraiment conditionné à vivre avec du plastique. Et ça, c'est notre société qui nous a... Il faut faire marcher les industries, il faut qu'elles fonctionnent, il faut que... Et du coup, on fonctionne. Oui. Celui-là, celui que je vous ai présenté, ce sont des résidus agricoles. Alors, en fait, il a deux types de matières premières. La première, c'est des résidus liquides. Alors, tous les résidus agricoles, fumier, résidus cellulosiers, etc., partent en méthanisation, mais en méthanisation à 2 étapes, avec formation de biogaz, qui est utilisé ensuite comme bioénergie, et puis un effluent qui est très riche en acides gras volatiles. Et en fait, on utilise cet effluent en acides gras volatiles comme substrat de fermentation de cultures microbiennes mixtes
Ces cultures microbiennes sont soumises à un rythme de famine-surnutrition. Famine-surnutrition, vous savez que ça engendre des réflexes de formation de réserve, et c'est ce qui se passe dans ces micro-organismes. Et ces micro-organismes, leur polymère de réserve, c'est du PHA. Okay. Ensuite, on sépare la biomasse du polymère et ensuite on le purifie, on le met en forme, etc. Ça, c'est une partie. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui sont tous les résidus lignocellulosiques, que ce soit par exemple des sarments de vigne. Alors là, on travaille là-dessus sur la région. En fait, on les broie et on les utilise comme agent de charge à l'intérieur. Et on en rajoute jusqu'à 50% pour diminuer la quantité de polymère nécessaire et diminuer le coût à la fois environnemental et économique des matériaux. Voilà. Donc ce sont des matériaux composites. Je ne sais pas si j'ai répondu, c'est un peu compliqué, mais... Tout à fait, enfin pas en pétrole directement, mais on peut faire de la pyrolyse. Alors la pyrolyse, elle consiste à faire un traitement thermique en absence d'oxygène et puis pour récupérer ce qu'on appelle les building blocks, c'est-à-dire les petits Legos d'hydrocarbures qu'on retrouve dans le pétrole, puisque c'est ce qu'on fait aussi. Voilà, alors ça c'est une des pistes et à mon avis ça sera une des plus intéressantes pour le traitement des déchets plastiques. Enfin à mon avis, mon humble avis, je pense que c'est la plus mûre, la plus mature industriellement. Mais attention là aussi. C'est-à-dire que le problème avec cette pyrolyse, c'est qu'elle nécessite pour l'instant encore des plastiques de bonne qualité. Donc vous avez dû entendre parler de cette espèce de bateau, je crois que c'est peut-être le PFL ou des Suisses qui ont fait le tour du monde en disant on va faire le tour du monde, ramasser les déchets, s'en servir de carburant dans le bateau, et ils ont réussi à faire le tour du monde. Mais en fait, toujours pareil, moi je suis toujours un peu déçue, Et bien quand on gratte un peu, en fait on s'aperçoit qu'en effet, ils récupéraient bien les déchets, mais qu'ils allaient chaque fois tous les, je sais plus, 2-3 jours dans un port pour laisser leurs déchets et en récupérer des propres. Parce que les déchets qu'ils récupéraient en mer étaient trop abîmés pour passer en pyrolyse. Donc ils ne pouvaient pas fabriquer leur propre carburant avec les déchets plastiques qu'ils récupéraient en mer. Même si sur le principe, on pourrait dire que ça revient au même, en fait c'est quand même pas tout à fait pareil. Donc il faut vraiment des bouteilles en bonne qualité, qui n'ont pas été dégradées, etc. Pour l'instant, moi il me semble que la recherche avance assez vite de ce côté et qu'on devrait... Voilà, mais après, le problème avec la pyrolyse, c'est toujours pareil. C'est que le bilan n'est pas non plus parfait. Quoi. Mais bon, c'est mieux que rien. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des résidus. Il y a des résidus à cette pyrolyse. C'est-à-dire qu'on détruit partout. Il y a ce qu'on appelle des wax, des cires, c'est-à-dire des résidus d'oligomères, polymères, etc. Et moi là, je viens de monter un projet pour essayer de transformer ces résidus-là, justement pour accélérer la mise sur le déploiement de cette pyrolyse. Parce qu'il faudrait trouver une solution pour ces cires résiduelles. Voilà. Mais oui, c'est une des pistes qui, à mon avis, sera les plus intéressantes. Oui. Mais du coup, si on devait résumer un peu votre présentation pour l'avenir, au final, ça paraît un peu compliqué. Parce que, oui, c'est compliqué. Mais du coup, ça veut dire que le deuxième continent, par exemple, dont on parle, si on voulait le nettoyer, si on voulait essayer de revenir en arrière, on ne pourrait pas, c'est pas possible pour l'instant. Disons que ça reviendrait, en fait, quand on essaie de nettoyer les mers, ça revient un peu à, vous arrivez chez vous, puis il y a une inondation, vous avez de l'eau partout dans la cuisine. C'est super de se jeter sur les serpillères, mais je pense qu'il vaut mieux fermer le robinet d'abord. Voilà. Vous pouvez nettoyer les mers, mais tant qu'il y a des plastiques qui arriveront en mer, alors après, il va falloir aller les chercher, c'est sûr. Mais le problème, c'est qu'il faut d'abord commencer à penser à l'origine. C'est-à-dire que le gros de ces déchets s'est accumulé dans les terres. Avant d'arriver en mer, parce que quand on les voit en mer, c'est leur dernier stage, c'est leur dernière étape. Hein. Il va falloir aller les chercher sur terre, c'est-à-dire il va falloir aller se poser des questions sur les stations de décharge, les stations d'enfouissement, etc. Qu'est-ce qu'elles deviennent? Comment est-ce qu'on fait en sorte que ces déchets ne se retrouvent pas dans la mer ensuite? Donc oui, en fait, tout est bien, je pense, tout est à prendre, y compris d'aller nettoyer les mers, y compris une serpillière alors que le robinet est sous la faute. Tant pis,
tant pis, pour l'instant ça paraît ridicule, mais peut-être que quand on aura appris à faire le robinet, la serpillière, elle servira à quelque chose. Mais disons qu'il faut quand même être bien conscient, quoi. Hein. C'est pas la peine de partir en mer si on se préoccupe même pas d'aller faire le robinet. Voilà. Oui. Alors les industriels, ça dépend quels industriels, en tout cas les industriels de l'agroalimentaire, il faut qu'ils développent de nouvelles techniques de commercialisation, quoi. Et c'est ce qu'ils sont déjà en train de faire, ils sont déjà en train d'y travailler, y compris du vrac par exemple, y compris d'autres matériaux, y compris de la pré-consigne, parce que quand on parle par exemple de la consigne actuellement, c'est la consigne de bouteilles plastiques qui ne sert à rien, puisqu'on ne sait même pas recycler ces bouteilles. Donc la consigne de bouteilles en verre, oui, elle a un sens, mais pas celle de bouteilles plastiques, elle ne résout pas le problème. Donc oui, je pense qu'il y a plein de solutions, quoi. Il y a plein de solutions et on peut substituer, on peut s'en passer, on peut recycler partiellement, mais il ne faut pas s'économiser, il faut toutes les mettre en route. Et puis, les industriels, eux, leur objectif, c'est quand même de faire tourner leur boîte, et ça, on ne peut pas leur reprocher, c'est leur boulot. Donc, leur boîte, elle tournera en fonction de ce que les consommateurs choisiront. Donc, là aussi, c'est de la responsabilité individuelle et de chacun. Hein. Et ça veut dire aussi, quand même, un effort de communication et de formation. Et c'est là où vous, je pense, en tant que professionnel dans le secteur des matériaux, je pense que vous allez avoir un rôle énorme à jouer dans ce domaine. Voilà. Il faudrait éduquer les gens à moins consommer, c'est ça? Et oui, mais c'est la décroissance, et c'est un gros mot, hein, vous le savez. On ne peut pas en parler. On n'est pas prêt à ça, on s'est battu depuis 50 ans pour tout industrialiser. Puis ça veut dire aussi que ça nous demande de repenser notre façon de vivre et surtout notre façon d'imaginer le bonheur, c'est-à-dire de le bâtir sur autre chose que du matériel. Et ça demande un sacré changement de mentalité, c'est difficile parce qu'actuellement on est tous dans le même cas de figure. Hein. Vous avez réussi votre vie professionnelle quand vous avez un bon salaire. Voilà. Et c'est terrible parce qu'on en a encore là. Et si vous avez un bon salaire, forcément vous avez consommé beaucoup. Donc je pense qu'il y a du changement de mentalité, mais c'est en train de venir quand même. Moi je trouve que les choses évoluent très très vite. Mais oui, ça va demander de vivre un petit peu autrement. En tout cas, dans nos sociétés riches, hein, ça fait quand même partie des pays développés. Ah, non, pas pétrole en carburant. C'est pas tout à fait pareil. Hein. C'est-à-dire qu'on recraque. Mais disons que retransformer le plastique en carburant, ça permet de moins... Alors, l'idée c'est de couper, hein, car on le craque, de nouveau on le coupe en petits bouts, mais pas complètement, donc on ne l'incinère pas. Et ça permettrait de remplacer une part de pétrole utilisée pour l'énergie. Donc ça pourrait être une façon d'écouler les déchets du pétrole, les déchets du plastique que l'on a actuellement. Mais ça ne doit surtout pas nous faire oublier que nous devons réduire notre consommation de plastique. Hein. Parce que sinon, après, on va entretenir la consommation. On ne va pas la freiner.